Bienvenue à tous et à toutes. On se retrouve cet après-midi pour une session sur la géopolitique du numérique. Donc après l'introduction par Nicolas Mazzucchi, qui, je n'en doute pas, était très éclairante sur les questions d'autonomie stratégique. Donc, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Ophélie Coelho, qui est donc chercheuse en géopolitique du numérique, associée à l'IRIS et au Centre Internet et Société, qui a publié un ouvrage dont je vous recommande la lecture, qui s'appelle Géopolitique du numérique, aux éditions de l'Atelier, et qui donc va revenir avec nous aujourd'hui sur quelques dimensions structurantes de cette question. Donc, qu'est-ce que l'autonomie stratégique française et européenne du numérique ? Donc, dans un premier temps, elle vous présentera quelques éléments et ensuite, on ouvrira la discussion à la salle. Alors, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là parmi vous. On va faire les choses en 3 parties. Une première partie où en fait, on va faire un peu un aperçu global, sans forcément revenir sur ce qu'on dit souvent depuis plusieurs années, qu'est-ce que la souveraineté numérique, etc. On va essayer d'aller sur des notions qui traitent aussi beaucoup de pouvoir et de ce que les technologies représentent comme pouvoir, comme levier de pouvoir. Donc la première partie s'intitule « Pouvoir et technologie ». Et ensuite, les 2 autres parties, qui sont courtes, présentent 2 scénarios. On va dire le scénario du pire en premier et le scénario alternatif en second. Voilà, et puis on pourra du coup en parler par la suite. Alors donc, pouvoir et technologie. D'abord, on va reprendre les choses. Sachez qu'en général, quand j'aborde les sujets de la géopolitique du numérique, il y a beaucoup d'histoire. Les 2 éditions de mon bouquin, vous avez beaucoup d'histoire, beaucoup de géographie et quand même pas mal de relations internationales qui se mêlent à tout ça, avant même de traiter du numérique en soi. Et donc, on va partir du point de départ suivant. Au XXIe siècle, effectivement, la mondialisation des échanges ont reposé sur des chaînes de dépendance qui étaient pour certaines déjà présentes, mais se sont accentuées avec l'industrialisation. Bon. Et du coup, ça a réorganisé les relations internationales. Jusqu'ici, rien de nouveau. Et en fait, les nœuds de dépendance, ce qui a changé en fait, dans ces chaînes de dépendance, ce sont les nœuds de dépendance sur lesquels il va y avoir certains effets de concentration. Excusez-moi. C'est difficile après le repas, je crois. Il manquait le petit café, il n'est pas encore monté au cerveau, mais ça va venir. Voilà. Et donc des nœuds de dépendance qui concentrent et qui permettent aux États de projeter aussi leur pouvoir. Donc on va avoir, par exemple, dans le numérique, vous allez avoir des nœuds de dépendance dans le domaine de la lithographie de semi-conducteurs, c'est-à-dire les machines qui permettent de créer du semi-conducteur. Vous allez avoir des chaînes de dépendance, des nœuds de dépendance pour les centres de données, pour les moyens d'identification ou les nœuds logiciels d'identification. Le cloud, vous en avez plein en fait, des nœuds de dépendance. Ces nœuds de dépendance, ce sont des points en fait d'accès à la technologie qui sont particulièrement importants et sur lesquels du coup vous allez détenir un pouvoir. Et après, dans les chaînes de production, dans tous les domaines industriels, que ce soit la pharmacie, la big bank, la big oil et tout l'ensemble des chaînes industrielles, de l'automobile à l'électroménager, vous allez avoir aussi des nœuds de dépendance, évidemment, dans toutes ces chaînes de dépendance. Et alors, ce qui est intéressant, en fait, quand on parle de mondialisation, c'est de se dire que les impérialismes n'ont pas complètement disparu, mais ils ont évolué, ils ont changé, en fait. Et dans ces rapports impériaux, il y a un acteur qui va continuer à être très présent au XXe siècle, qui est la Big Company. Vous savez, quand on parle de Big Tech, de Big Oil, de Big Bang, de Big Pharma, on parle de grandes multinationales, de grandes entreprises, et on se dit que voilà, les grandes entreprises d'aujourd'hui n'ont jamais été aussi puissantes, etc. Quand on regarde l'histoire des empires, on se rend compte que les entreprises privées, les big companies, étaient déjà très importantes en tant qu'ambassadeurs de puissance impériale. Au XVIIe siècle, XVIIIe, l'empire hollandais notamment utilisait la VOC, par exemple. Donc une entreprise en fait plutôt maritime qui en fait lui servait aussi de base administrative dans ses colonies. Vous aviez également, en fait, la East India Company, bien sûr, la Compagnie des Indes orientales, pour l'Empire britannique, qui détenait un pouvoir administratif, un pouvoir de milice, un pouvoir d'organisation de l'impôt dans les colonies britanniques. Chose qui nous paraît très étrange aujourd'hui,
Mais en réalité, les entreprises privées avaient déjà un pouvoir administratif très fort. Pareil pour en fait, la Mantetsu, une entreprise japonaise des chemins de fer, dans la colonisation d'une partie de la Chine. Et ensuite, la Standard Oil américaine, dans le fait d'avoir en fait, pas colonisé, mais utilisé les champs pétrolifères en Mésopotamie. Donc en fait, on voit à travers l'histoire, quand on regarde un petit peu dans le passé, que l'entreprise privée, la multinationale de l'époque, était déjà très forte en tant qu'acteur diplomatique et que projection de pouvoir des États d'origine. On va avoir un impérialisme différent, néanmoins. Un impérialisme très étatique. L'État impérial, il y en a plein de genres différents. Là, j'ai mis un exemple qui est celui de l'Algérie coloniale française, où en fait, on avait une administration très forte, avec certes des acteurs privés, mais qui restaient très fortement soumis à l'administration française en Algérie. On va avoir un mixte État-capital-privé. On peut penser, par exemple, au Congo belge. Après, en fait, le Congo belge du roi belge, il y a eu un nouveau Congo belge, en quelque sorte, toujours une colonie belge, mais néanmoins, les entreprises, notamment minières, avaient pris déjà tellement d'importance dans ce Congo colonisé, que du coup, l'État belge, quand il a repris la main, n'a pas pu faire sans les entreprises. Et du coup, il y a eu une forme de co-administration dans le Congo belge au début du XXe siècle. Et puis, on va dire un impérialisme privé, celui qui me semble le plus fort, néanmoins, reste celui de la Compagnie des Indes orientales, où en fait, qui a même mené par ses excès de recherche de rentabilité, en fait, à un moment donné, à des révoltes. C'est la révolte des Sipais qui a conduit la couronne britannique à reprendre le pouvoir, à reprendre le contrôle ensuite en disant « Non, mais ça va, l'entreprise privée, pour des causes de rentabilité, a fait n'importe quoi », à tel point qu'on s'est retrouvé devant une situation où il y a eu des massacres, en fait, une révolte violemment réprimée. Et la couronne britannique, suite à ça, a repris le contrôle. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, du coup? Alors, je vais revenir là-dessus après. Hop. Voilà. Un peu plus tard, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'impérialisme ne va pas disparaître. Néanmoins, il va changer de forme. La colonisation, des pays européens n'existe plus, enfin, pas à ce moment-là, mais va disparaître progressivement. Elle va prendre une autre forme, une forme post-coloniale, qui va se faire beaucoup par l'économie, qui va se faire beaucoup par l'industrie, par des rapports sociaux extrêmement compliqués dont on voit encore aujourd'hui les conséquences. Et puis l'Empire américain, qui déjà commençait à prendre beaucoup de pouvoir, va utiliser de nouvelles technologies pour asseoir son pouvoir. La technologie va, là aussi, va prendre beaucoup d'importance, comme c'était déjà le cas. Je veux dire, les chemins de fer, c'est une technologie, d'une certaine manière. L'industrie, c'était une technologie. Évidemment, le fait de pouvoir exploiter le pétrole, c'était une technologie, etc. Et on voit en fait des acteurs technologiques qui vont prendre de plus en plus en importance au fur et à mesure des crises du XXe et du XXIe siècle. IBM est l'un de ces acteurs. Il a déjà joué un rôle très important lors de la course à la bombe. Voilà. Seconde Guerre mondiale, IBM était parmi les acteurs qui effectivement travaillaient à Los Alamos pour en fait parfaire les calculs qui ont permis de construire la bombe atomique. Beaucoup plus tard, je vous passe la guerre froide parce que là aussi il y a beaucoup de choses très intéressantes à voir. Plus tard, 2001, ce sont les services de renseignement qui vont être particulièrement financés par les États-Unis pour pouvoir asseoir leur pouvoir. Et là, on voit apparaître en fait notamment Palantir à cette époque-là, financé par In-Q-Tel, le fonds de la CIA. Et puis des acteurs qui vont devenir, au départ, c'est pas Google Earth, mais ça va devenir Google Earth, racheté par Google Earth, qui lui permet en fait d'avoir une technologie donc de surveillance satellitaire. Et 2025, la stratégie IA, je fais des grands bonds dans l'histoire, mais qui permet de savoir, voilà, de voir les différentes étapes. D'abord la numérisation sur le calcul, les débuts de l'informatique. On pourrait parler du logiciel dans la guerre froide, le renseignement. 2001, la surveillance généralisée. 2025, l'IA, pour faire un très très grand bond là-dessus. Et évidemment, on parle d'un retour de l'impérialisme en 2025-2026, alors qu'en réalité, il ne nous a jamais quittés, bien sûr. Mais par contre, avec le Trumpisme, on a son expression qui est voilà, « unquestioned and unchallenged global technological dominance ». Au moins, les mots sont posés. Il s'agit d'une domination technologique américaine, et l'IA doit servir de support à cette domination. Donc la technologie... Effectivement, on pourrait reprendre vraiment cette expression-là. La technologie, ça sert d'abord à faire la guerre.
avec des formes de coercition directe, celle de pouvoir accéder à l'information. On a plein d'épisodes dans l'histoire qui permettent de le montrer. 1905, quand la All Red Line de l'Empire britannique permet en fait à l'Empire japonais de capter des informations de l'Empire russe et de cette manière-là de gagner la bataille de Tsushima, ou pendant les guerres froides, avec le réseau Echelon. Donc avant Snowden, bien sûr, bien avant Snowden, on savait évidemment que les États-Unis utilisaient leur réseau de télécommunications pour faire de la surveillance. Mais après, on a oublié. Et on s'est dit qu'on avait tout découvert avec Snowden. Bon, Snowden, c'est le web, c'est la couche supérieure du web. Mais bon, bref, le principe est le même, en réalité. Voilà. Filtrer l'information, donc là aussi, c'est une forme de coercition directe. La possibilité de filtrer l'information, par exemple, depuis fin 1990, la partie technique du Great Firewall chinois permet effectivement de faire du filtrage d'informations, une forme de modération. Après, le Great Firewall chinois, c'est un mélange de plein de choses. C'est de la modération à la fois humaine et technique, avec un grand nombre des couches logicielles différentes, mais on a un pouvoir effectivement coercitif par la technologie. Formaliser l'accès à l'information, on pourrait citer le Great Firewall chinois, mais on pourrait aussi parler, en fait, que ce soit filtrer ou formaliser l'accès à l'information, on peut parler aussi des moteurs de recherche type Google. Donc, voilà. Couper l'accès à l'information, on avait déjà le phénomène avec les radios étrangères lors de la guerre froide, mais en réalité, couper l'accès à l'information, on le fait aussi aujourd'hui avec les médias sociaux, et notamment de la part de certains pays, ou parfois des entreprises. Couper à l'accès au réseau lors de début de la guerre en Ukraine, 2022, quand Lumen et Cogent, qui sont des acteurs, des fournisseurs de dorsal Internet américains, donc parmi les leaders mondiaux, pour ceux qui connaissent un petit peu, ont coupé en fait l'accès au réseau russe, à tout leur réseau. Donc, ce qui était quand même très compliqué pour les entreprises qui voulaient être en contact avec l'étranger. Ils ont eu une baisse énorme de trafic et ils ont dû faire en sorte de trouver d'autres routes pour pouvoir travailler. Et couper l'accès aux services en ligne, encore 2022, évidemment, Visa, Google Pay, Apple Pay, à l'époque, pour les Russes. Il y a plein d'exemples depuis qu'on pourrait rajouter par-dessus. Mais la technologie, donc, ça sert d'abord à faire la guerre. Et alors, pourquoi est-ce que, donc depuis tout à l'heure, je vous ai parlé donc d'impérialisme, de pouvoir de l'entreprise et des typologies d'impérialisme. Et où on en est au XXIe siècle? Et bien du coup, avec la mondialisation, les impérialismes ont changé de forme, ils n'ont pas disparu. Le contrôle passe plutôt par la mise en dépendance de secteurs clés. Et alors ce qui est intéressant avec les technologies de l'information, c'est qu'elles acquièrent un rôle particulièrement important dans la distribution des pouvoirs, avec des dépendances importantes aux entreprises chinoises et américaines, mais aussi des dépendances transsectorielles. C'est-à-dire qu'avec la Big Tech, je vais le montrer un peu plus encore, on va avoir une dépendance pas seulement du secteur du numérique, mais de grosso modo tous les secteurs industriels importants. Le secteur de la banque est dépendant du numérique. Le secteur du militaire peut être dépendant de certains acteurs du numérique. De manière générale, en tout cas, sont dépendants aussi du développement des technologies numériques aujourd'hui. La Big Pharma est dépendante, sous certains aspects, du secteur numérique, etc., etc. Donc, comment est-ce qu'on peut nommer en fait aujourd'hui les impérialismes au XXIe siècle et la relation avec la Big Tech? Si on parle d'un impérialisme étatique, si on reprend notre timeline de tout à l'heure, l'impérialisme étatique, on va avoir un parti État en Chine qu'on va nommer techno-industriel. C'est-à-dire que ce techno-impérialisme de la Chine, en fait, il va s'exprimer, mais avec une tentative de contrôle de son expansion technologique, selon une planification remise à jour tous les 5 ans. Une tentative de contrôle, pourquoi? Parce que quand il va avoir des entreprises qui prennent trop d'importance dans leur domaine, il va tenter de leur couper la tête. Il essaye de le faire, voilà, il essaie de le faire avec certains personnages importants. Jack Ma, par exemple, Alibaba, quand Alibaba prend trop d'importance et essaye de prendre son envol au niveau international, et bien du coup, fait en sorte, le parti État chinois fait en sorte, au contraire, de l'affaiblir, à tel point que Jack Ma est obligé de quitter le pays. Il y a une entreprise qui laisse grandir, qui est Huawei, mais dont l'histoire, en fait, nous apprend qu'elle a un lien très fort avec le parti État chinois. Et aujourd'hui, depuis quelques années, on se rend compte qu'elle va avoir de plus en plus de mal à contrôler ces entreprises. Elle essaye de rester ce parti État fort, un petit peu orwellien, vous savez, parce qu'Orwell, c'est ça, c'est la critique d'un État fort qui utilise la technologie selon son bon vouloir, mais il n'y a pas d'acteurs privés dans 1984, en fait. Il y a très peu,
En fait, il n'y a pas d'acteur privé, il n'y a qu'un acteur étatique qui instrumentalise la technologie. De ce point de vue-là, la Chine pourrait ressembler à cet État orwellien. En réalité, pas vraiment. Et il contrôle d'autant moins aujourd'hui ces acteurs que déjà d'une part, la Chine veut quand même devenir un acteur important sur le marché international, donc sur le marché de la finance. Donc à un moment donné, se pose la question de la place de ces entreprises dans un monde global, de 1, donc de ce qui se passe au-delà de ces frontières. Même si elles tentent de les contrôler à l'extérieur, c'est compliqué. Et ensuite, le numérique. Quand vous avez du logiciel partout, dans l'électroménager chinois, dans la domotique, dans l'automobile. À un moment donné, des acteurs industriels qui devaient rester normalement dans leur secteur finissent par devenir des acteurs du logiciel. Et c'est ce qui se passe quand on voit BYD, quand on voit iSense, quand on voit tous ces acteurs-là. En fait, c'est en train de devenir des acteurs du logiciel qui donc sont en train de grandir et de fonctionner en réseau. Je ne sais pas comment la Chine va gérer ça, mais elle aura en tout cas probablement plus de mal à contrôler ces acteurs technologiques à l'avenir. Ensuite, on a le pendant, on va dire, historiquement, dans la fabrication, dans la manière dont se sont constituées les technologies, l'État néolibéral et la big tech. Donc vraiment l'exemple parfait, c'est les États-Unis. Le techno-impérialisme des États-Unis, ça a été de pousser ces technologies à grand renfort de financement des big tech, à tel point qu'aujourd'hui, ils ont du mal à les contrôler. Quand ils mettent en place des politiques antitrust contre les big tech, eh bien, les résultats se font attendre quand même. On parle de démantèlement l'année dernière, et puis finalement, on revient en arrière pour Google parce qu'on ne trouve pas la manière en fait, de démanteler efficacement Google. Et aujourd'hui encore, la situation n'est pas réglée, en fait. Donc la réponse de Trump, ça a été de faire grandir des acteurs concurrents pour l'instant, puisque Google, il ne les aime pas. Historiquement, en tout cas. Il a un petit problème personnel avec eux. Il trouve qu'ils font de la censure, en fait. Mais en même temps, il se trouve face à une entreprise tellement puissante à l'international qu'il est obligé de faire avec. Et le prochain qui va arriver au pouvoir aux États-Unis, si ce n'est pas lui, devra faire avec Google aussi et tous les acteurs du numérique américain qui ont pris énormément d'importance. Donc là, on a des acteurs qui sont très forts géopolitiquement et qui n'ont pas une existence décorrélée de leur État, mais qui utilisent la puissance de leur État à leur avantage et qui parfois, en fait, travaillent uniquement pour eux. Bien souvent, travaillent uniquement pour eux. Alors tout à l'heure, on a parlé du fait que tout était transsectoriel aujourd'hui. De la part de la Big Tech, c'est particulièrement vrai quand on a des acteurs qui deviennent une infrastructure nécessaire au fonctionnement et à l'interconnexion de secteurs clés. Alors quand je parle d'infrastructure, ne nous trompons pas. Je sais bien qu'il y a plein d'acteurs dans le numérique. D'accord, parce qu'à chaque fois, on peut dire oui, mais vous ne connaissez rien, alors du coup, vous ne savez pas qu'il y a plein de gens, c'est des milliers et des millions. Ok, non, mais en fait, oui, il y a plein de couches techniques différentes, il y a plein d'acteurs qui travaillent sur les télécoms, il y a plein d'acteurs qui travaillent sur le logiciel, sur les centres de données, etc. Ce qui est intéressant avec la big tech et la big technologie en tant que modèle, c'est cette volonté de captation, de concentration technologique, c'est-à-dire de vouloir vraiment occuper à la fois toutes les couches techniques. Ils n'y sont pas encore, mais franchement, ils y vont, quoi. Voilà. Et de vouloir aussi être transsectoriel, c'est-à-dire de vraiment toucher à tout. L'un des exemples le plus intéressant, encore une fois, c'est Google Alphabet. Moi, j'adore Google Alphabet comme objet d'étude. Je vais finir par écrire un bouquin uniquement sur Google et sur Alphabet, parce que j'adore voir comment cette entreprise s'est formée. Et c'est vrai qu'on a là l'exemple vraiment idéal d'une entreprise en quête de pouvoir vertical et horizontal de tout point de vue. Logiciel d'abord, les câbles sous-marins, ensuite évidemment expansion internationale via ses filiales, bon ça d'accord, et puis alors via des spin-out et des tentatives ici et là, voire des financements extérieurs, il va financer des acteurs et des initiatives de la recherche dans la santé, dans la mobilité, dans la robotique, dans l'énergie. Aujourd'hui, voilà, Google Energy aux États-Unis, c'est très intéressant à suivre par exemple. Parce que du coup, en plus, ils peuvent en faire un revenu en captant en fait la valeur générée en fait par la consommation énergétique. Renseignez-vous, c'est très intéressant. Ils se posent en intermédiaire entre fournisseurs d'électricité et consommateurs. Donc en fait, c'est encore une porte ouverte intéressante pour eux dans le domaine de l'énergie.
Tout ça, même dans tout ce qui est donc minéral, alors je me souviens plus exactement ce que c'était ouais, c'était dans l'agriculture, voilà, exactement. Donc minéral. Ils ont même fait des recherches, créé une entreprise dans le secteur de l'agriculture. Donc c'est pour montrer qu'en fait, c'est des acteurs qui vont s'intéresser en fait à tous les domaines vitaux de la société. Que ce soit de la santé, que ce soit la sécurité, donc que ce soit l'énergie, la gestion urbaine, la mobilité, ils s'intéressent à tout cela. Et par ailleurs, levier d'empilement technologique, donc on a levier transsectoriel, levier d'empilement technologique, qui en fait est un renforcement du contrôle sur la chaîne de production, que ce soit vraiment justement maîtriser au maximum l'ensemble de sa chaîne de dépendance. Je veux dire Google qui design ses propres puces, il ne fabrique pas, hein, on est bien d'accord, mais il design ses propres puces, de la même manière que Nvidia design des puces. Hein. Alors Google, Microsoft, AWS, hein, qui ont leurs propres labos et leurs propres design, plus en plus important sur la section de l'énergie, avec des possibilités et des études sur les smart grids depuis des années déjà, évidemment, puisqu'ils savent très bien que leurs centres de données vont avoir besoin de plus en plus d'énergie, donc ils deviennent des acteurs de l'énergie au fur et à mesure. Sur le calcul, bien sûr, sur l'infrastructure de données, ça fait depuis belle lurette, hein. Sur les couches logicielles hautes et interfaces, ça fait depuis assez longtemps, et ils ont intégré l'IA maintenant dans le cloud. Donc, la boucle est presque bouclée avec le câble et la couche télécom. Et alors, levier territorial, on va creuser un petit peu plus là-dessus, mais il y a quelque chose de particulièrement intéressant avec ce qui se passe sur l'implantation des centres de données actuellement en Europe. Il y a les pour et il y a les contre. Je sais que beaucoup vont me dire « Oui, mais alors je ne comprends pas. Vous ne voulez pas de centres de données en Europe ? Mais il faut des centres de données pour faire du numérique et pour devenir un acteur important dans l'IA. » Alors, moi, je ne suis pas contre les centres de données, il y en a déjà plein. Et étant une professionnelle du numérique depuis longtemps, j'en ai beaucoup utilisé des centres de données. Donc, je ne suis pas foncièrement, absolument contre le centre de données. Voilà. En revanche, il y a un modèle. Là, il y a quand même un modèle assez intéressant. Bon, alors, passons ça, je vais directement passer là. Ouais, allez, on peut passer là. Donc en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est le fait d'avoir des modèles où on va avoir des méga centres de données. Donc là, il y en a quelques-uns, hein, j'ai pas tout mis, j'ai mis des projets de centres de données. Il y en a beaucoup plus, mais ça, c'est les plus gros, on va dire, qui est à peu près en Europe. Et encore que je pense que je suis plus à jour là-dessus. Donc des gros centres de données qui, du coup, sont généralement des hectares occupés par des grands centres de données de colocation ou des hyperscalers. Donc grosso modo, des technologies américaines en ce qui concerne l'Europe. Hein, il ne faut pas se leurrer. Il y aura quelques Français. Il va y avoir de l'Etix, il va y avoir du OVH Cloud, il va y avoir du Mistral, certes, mais en proportion, c'est très peu. Donc en termes de partage de pouvoir, déjà, on n'est pas très bon. Et en termes de consommation d'électricité, on va pouvoir fournir de l'électricité, donc on va pouvoir en vendre. Donc là, on peut se dire, bah, c'est bien, ça va permettre de faire vivre nos entreprises de l'énergie. Oui, c'est vrai, ça va permettre de faire vivre de l'énergie. Mais quelle est la meilleure chose, en fait ? Où est le bon calcul, en fait ? On va payer des services, donc la valeur va aller vers ces acteurs du numérique. On va leur vendre de l'énergie, certes, mais de l'énergie, dans les prochaines années, est-ce qu'on a vraiment pris la mesure, en fait, hein, je veux dire, quand on regarde ce qui se passe en Irlande, par exemple, est-ce qu'on a vraiment pris la mesure de la quantité d'énergie dont on va avoir besoin pour alimenter ces centres de données dans une période historique où on n'a pas de visibilité sur le changement climatique, le changement, la hausse des usages sur l'IA, comment ça va évoluer, et que, bah, juste en dessous de nous, en fait, hein, la raison pour laquelle on a besoin de centres de données en Europe, c'est parce qu'il n'y a pas de câble qui relie directement les États-Unis à l'Afrique. Donc la transformation numérique africaine et le développement de l'IA en Afrique, il y a des centres de données en Afrique, mais ils ne sont pas non plus suffisamment puissants partout. Donc ça va dépendre aussi des infrastructures européennes. Et ça, on ne l'a pas vraiment pris en compte non plus. Et je trouve ça très bien qu'il y ait un développement de la transformation numérique en Afrique. Ne prenez pas mal mes mots. Mais simplement, je trouve que là, on a quand même des trous dans la raquette, dans la logique. Donc, pour moi, du coup, il y a quand même, dans le levier territorial, il y a cette idée-là qu'aujourd'hui, on va régionaliser le cloud, c'est ce qu'on fait, et que dans cette régionalisation du cloud et des régions de calcul, et des zones, les zones qui vont le plus faire chauffer le silicium, du coup, on va
jouer, nous en tout cas, le rôle de pourvoyeur d'électricité. Donc on prend un risque considérable pour finalement n'avoir que des miettes de valeur, puisque ce qu'on va payer comme service, ça va revenir aux investisseurs étrangers qui ont créé ces centres de données et aux producteurs de technologies voilà, dont on est les clients, en fait. Donc, on a absolument tout gagné dans l'affaire. Je ne vais pas vous faire toute la description parce que j'ai peur de prendre beaucoup de temps là, sur ma présentation. Mais bon, pour rappel, le cloud n'est jamais décorrélé de son cœur technologique. Vous avez d'un côté des cœurs technologiques et de l'autre des régions qui ne sont jamais complètement séparées. Voilà. Même quand vous avez un scénario idéal où un employé belge va demander à Gemini Workspace de résumer un PDF, si sa boîte a fait les choses correctement, ils ont régionalisé le traitement en Europe. Et donc, on a une boucle, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, on ne quitte pas le continent européen. Okay, dans le scénario idéal. Hein. Et on a bien configuré les choses. Et Gemini Workspace est bien configuré pour l'Europe. En revanche, pour toutes les opérations services globaux, mais aussi les mises à jour, il y aura toujours un lien avec le cloud à l'extérieur. Voilà, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas parce qu'on régionalise qu'on est indépendant. Et par ailleurs, ce qu'il y a dans les centres de données qui vont être dans les zones EU-Ouest ou EU-Nord, donc localisées en Europe, on ne sait pas comment ça fonctionne, on n'a pas les yeux sur le code, on ne peut pas le transformer, on ne peut pas maîtriser l'organisation du produit ni son évolution future. Donc si demain Google décide de couper un service, d'arrêter en fait le développement d'un service parce que ce n'est pas assez rentable pour nous et que pour nos administrations ou pour une entreprise c'était vital, eh ben vous l'avez dans le baba, point en fait. Donc, en fait, bon là je parle des effets cumulatifs, hein, mais simplement à force en fait d'avoir des leviers transsectoriels, leviers d'empilement technologique, d'avoir un levier territorial qui vient se rajouter, un pouvoir territorial qui vient s'ajouter. Au-delà de ça, j'avais aussi les leviers d'intermédiaires, enfin il y a plusieurs types de leviers de pouvoir. Bon, à la fin, ça crée des effets cumulatifs où on a un effet de concentration, un pouvoir découlant de la concentration des usages. Tout le monde va vers ces acteurs-là. Et du coup, comme tout le monde va vers ces acteurs-là, on a un effet écosystémique, voilà, qui permet en fait de diffuser les usages, une capacité à orchestrer et à structurer un écosystème complet. Le meilleur représentant étant le fameux passeur de technologie. J'aime bien l'appeler le passeur de technologie, c'est-à-dire en fait le professionnel formé à la big tech, qui a besoin de la big tech pour son accès au marché du travail, ou le consultant fortement payé par l'État ou par les grandes entreprises pour former les salariés que nous sommes à ces outils. Alors, un scénario du pire. Jusque-là, on a parlé des choses, disons, contemporaines, dont on discute actuellement dans l'actualité, sur lesquelles on a beaucoup de doutes et peu de données, hein, parce que cette histoire des centres de données, effectivement, même Bruxelles est en attente de données. Ils ont reçu un premier badge de données en 2024 sur la consommation énergétique et en eau des centres de données, mais ils n'ont pas fait des analyses encore. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais le scénario du pire, c'est quoi ? Allez. On va dire que le scénario du pire, je mets ça parce qu'effectivement, pour moi, ça fait partie d'une étape en fait, où on se retrouve vers une périphérie technique. En gros, l'Europe est en train de devenir un comptoir électrique. Bon, ok. Dans le scénario du pire, on a mal fait nos calculs et on n'aura peut-être pas suffisamment d'énergie pour tout le monde. Dans le scénario du mieux, tout va bien. En revanche, on crée de nouvelles dépendances quand même. On a besoin des acteurs américains pour payer nos fournisseurs d'électricité, parce que du coup, maintenant, on est codépendant. Donc ça va être compliqué de devenir indépendant sur le numérique. Si d'un côté, on est financièrement dépendant, hein, si nos acteurs de l'électricité sont dépendants de ces acteurs du numérique. Et en plus, on a créé de nouvelles dépendances, à mon sens, hein, vis-à-vis du continent africain, mais pas comme il le faudrait, en fait. C'est-à-dire que c'est encore nous qui sommes en position, en quelque sorte, de force, hein, dans la situation qui se... voilà. Donc ça, c'est pas forcément, à mon sens, mais c'est le scénario du pire. Hein. C'est-à-dire ça peut aussi se passer autrement, bien sûr. Donc, très bien, expansion spatiale. Néanmoins, ce qui est compliqué, du coup, c'est ça intègre la logique coloniale et la théorie de dépendance, avec des cœurs technologiques et des comptoirs techniques. Bon. Et donc, en fait, on peut effectivement se retrouver dans une situation, dans les prochaines années, c'est pas un équilibre des pouvoirs qui se forme, mais une multipolarité, là on dirait une bipolarité, mais en réalité c'est plutôt une multipolarité
avec des cœurs technologiques et des périphéries techniques et des clients. Et donc ces cœurs technologiques et ces cœurs économiques captent de plus en plus de valeur. Ce qui peut, au bout du compte, nous mener à un futur à la Blade Runner, un peu. Vous verrez que dans mes scénarios, j'ai choisi un peu des références comme ça. C'est-à-dire des multinationales plus visibles que les gouvernements, dans certaines zones du monde en tout cas, des technologies sophistiquées réservées à certains acteurs qui ont les moyens de s'équiper, parce qu'on voit une inégalité d'accès à la technologie qui commence d'ailleurs, avec la hausse des prix. À un certain moment, on commence à se demander, en fait, s'il ne va pas y avoir assez rapidement des entreprises qui pourront s'équiper et celles qui ne pourront pas, et de même qu'il pourra y avoir des individus qui peuvent s'équiper, qui peuvent avoir une santé connectée de très bonne qualité, c'est le cas aussi déjà dans le suivi de la santé, et ceux qui ne le peuvent pas. De ce point de vue-là, c'est Elysium, c'est un autre film qui parle justement de ça, des inégalités d'accès aux technologies de la santé. C'est pas mal du tout. Des hyperconcentrations des capacités industrielles versus ceux qui n'auront pas. Des villes qui vont devenir de plus en plus des cœurs technologiques, des cœurs de pouvoir et de surveillance. Alors, pour le coup, en Europe, on a une répartition relativement homogène pour l'instant, mais vous avez des pays, alors, encore une fois, ça peut être l'Afrique, mais ça peut être aussi en Asie. Il y a une très très grande différence entre les cœurs urbains et le reste du pays, en fait. Et il est fort possible que ça continue dans ce sens-là, avec des villes mondialisées qui concentrent la technologie versus des territoires qui pourraient avoir moins accès, en fait, à tout cela. Et là-dedans, une très grande fragmentation sociale. Ce qui est intéressant avec Blade Runner, c'est vraiment, vous avez en haut des bâtiments de la multinationale, qui est là, c'est une sorte de pyramide, on dirait un temple. Vous avez le peuple en dessous. Voilà. La richesse se situe en haut, et vraiment en termes spatial, vous allez avoir le peuple, les moins riches, en dessous, qui sont plutôt dans la poussière, dans la pénombre, dans le chaos, en fait, et aussi dans la pollution. Donc c'est vraiment très très noir comme scénario. Ça s'inspire un petit peu de la réalité, effectivement, dans le partage des pouvoirs, en fait, qu'on peut apercevoir entre multinationales d'un côté, les États, et le partage technologique potentiellement inégal à l'avenir. Or, il y a quand même des possibilités de scénarios alternatifs. Si on fait le grand écart entre le scénario du pire et là, j'ai voulu en fait cibler plutôt l'axe que je développe généralement le moins quand j'interviens, qui est celui de penser vraiment à un autre modèle technologique, et plutôt que de parler de maillage de PME, parce que pendant un moment je parlais de maillage de PME, et je crois que les gens ne comprennent pas quand on dit ça, je vais plutôt parler de déconcentration de marché. C'est-à-dire que jusqu'à présent, depuis le début, le fil conducteur, on va dire, c'est une forme d'impérialisme privé qui utilise la technologie comme levier de pouvoir. Bon, alors dans ce cas-là, si on a affaire à un impérialisme qui soit étatique ou privé, la solution, en fait, c'est de déconcentrer le pouvoir. Et donc ça peut passer notamment par la déconcentration de marché. Et là-dessus, on a quand même des exemples. C'est-à-dire que le numérique, c'est une technologie en réseau, soyons clairs. Qu'est-ce qu'on a d'autre en réseau ? On a plein de choses en réseau, en fait, historiquement. Les chemins de fer sont en réseau. Les autoroutes, vous allez avoir plusieurs acteurs privés qui se partagent, en fait, la rentabilité de réseaux autoroutiers. Le réseau Internet, juste le réseau Internet, a une couche de logiciels, les protocoles. Les protocoles sont communs, mais en réalité, il y a plein d'opérateurs différents sur le territoire. L'énergie, évidemment. L'énergie de plus en plus numérisée en plus. Donc je pense qu'il y a des choses à prendre en termes de sources d'inspiration, avec plein d'acteurs territoriaux dans les pays. Tu vois, il n'y a pas de multinationale de l'énergie qui est globale. Enfin, voilà, qui gère totalement l'énergie de la même manière qu'on a une big tech, je veux dire. Ce n'est pas tout à fait la même manière de fonctionner et de gérer. Et du coup, il y a une piste cohérente avec l'histoire européenne, parce qu'en plus de ça, dans l'histoire européenne, il y a des infrastructures européennes en réseau qui fonctionnent très bien. Réseau électrique, ferroviaire, télécommunications, recherche scientifique même. Donc et qui suivent souvent cette logique-là, qui est une fédération d'acteurs autonomes qui respectent des standards communs, plutôt qu'un acteur unique contrôlant l'ensemble du système. Et bien là, en 2026, avec cette histoire de centre de données et de tous ces investissements autour de l'IA, malheureusement, j'ai peur que ce soit un petit peu tard, parce que du coup, il y a une telle codépendance qui va se créer que ça va être compliqué. Mais néanmoins,
en fait, on pourrait le faire, ça. On pourrait penser à un numérique sur un modèle technologique qui ne serait pas la concentration. Et du coup, ça créerait forcément une déconcentration du marché. Avec cette idée qui est celle vraiment du réseau Internet, hein, c'est-à-dire que tu peux avoir quelque chose de centralisé, avec un acteur, un ordinateur central, ok, ça a été les premières recherches sur ces sujets-là, jusqu'au réseau distribué. Et ça, technologiquement, c'est possible. Ça fonctionne comme ça, en fait, le numérique. Et même le cloud fonctionne comme ça. Parce que le cloud a certes un cœur technologique, mais il est régionalisé. Et il peut tout à fait fonctionner en distribué, en réalité. C'est juste qu'à un moment donné, il garde le contrôle sur le produit, donc il y a une concentration. Donc il y a un lien avec le cœur. Mais tu pourrais casser le cœur et le distribuer. Techniquement, c'est possible. Qui dit cœur distribué dit que tu peux confier ça à des acteurs, opérateurs territoriaux, partout. Donc quand je parle de maillage de PME, en fait, que personne ne comprend, c'est ça que je veux dire. Une distribution. Une distribution technologique qui est la source d'Internet, et des technologies numériques en réseau, je veux dire, de base, et qui, en fait, trouve dans le monde administratif et le monde économique son parallèle, qui est une diversité, une fédération d'acteurs autonomes. Voilà. Enfin, n'importe quel, par exemple, comme du SNCF versus la boîte, c'est quoi, c'est Tranvia ou je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, la concurrence dans le... En général, c'est comme ça qu'on fait dans les secteurs traditionnels en réseau, en fait. Bon. Eh bien, on pourrait le faire, en fait. Et on briserait, du coup, le cycle infernal de la dépendance à des grands acteurs qui, par ailleurs, sont les têtes du marché, vers lesquels tous les fonds d'investissement, fonds de pension inclus, du coup, puisque ça fonctionne ensemble, alimentent, en fait, et qui vont continuer à alimenter. C'est notre manière d'agir contre ce modèle-là, en fait. Donc, du coup, ça veut dire quoi aussi, en termes territoriaux, ça veut dire qu'au lieu d'avoir des gigafactories, d'avoir des méga centres de données qui sont tous, du coup, concentrés sur le territoire, on pourrait avoir des centres de données plus petits, déjà, aussi, plus petits, répartis sur le territoire européen, plutôt que de faire chacun les choses pour soi, parce que c'est comme ça qu'on fait en Europe en ce moment. Chacun va avec son petit projet d'accueil des big tech, sans parler à l'autre, sans réfléchir au réseau unique de l'électricité qui est en train de se constituer en Europe. C'est-à-dire qu'on est en train de penser à un réseau énergétique unique en Europe, mais on n'est pas en train de penser à un réseau de centres de données européens. Enfin, très intéressant. Une structure équivalente au cloud, qui est déjà distribuée techniquement, mais qu'on peut répartir physiquement auprès d'une diversité d'acteurs européens interopérables. Et puis par ailleurs, je ne l'ai pas mis là, mais toutes les expérimentations qui ont été faites sur la récupération de la chaleur des centres de données. Ce n'est pas des projets dans les méga... Enfin, comment dire, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant si vous faites du territorial. Parce qu'en fait, vous pouvez récupérer la chaleur pour la redistribuer localement, enfin, là où il y en a besoin, en fait. C'est plus difficile à mettre en place quand vous avez des grands centres de données qui sont parfois éloignés des villes et qui vont pouvoir en fait toucher qu'une petite partie du territoire finalement. Oui, mais pour l'IA, pour ceux qui ont que l'IA en bouche, moi j'ai pas envie de rentrer dans le débat sur l'IA aujourd'hui. Je trouve ça très intéressant, c'est pas le sujet. Mais en fait, on peut aussi avoir des modèles d'IA spécialisés, très pointus, plus pointus que les modèles grand public par exemple, et aux charges de calcul distribuées elles aussi. On n'est pas obligé d'avoir toute la charge de calcul au même endroit. En fait, on n'est pas obligé de brancher des câbles à haute tension dans un grand méga centre de données pour faire chauffer le silicium. Ça peut aussi se distribuer, la charge de calcul. Ça peut même se distribuer sur les appareils. Il y a plein d'expérimentations qui se font en fait, pour distribuer le calcul. Bref, penser à un autre modèle technologique, en fait, c'est une question de bon sens. Je pense qu'on y reviendra à un moment donné. Et en fait, c'est créer ensemble, du coup, un modèle qui préserve la répartition de la valeur, puisqu'on distribue, on casse le monopole, en quelque sorte. Et c'est une valeur qui n'est pas seulement auprès d'entreprises. Je veux dire, en fait, ça redescend vers nous, forcément, parce qu'à un moment donné, les fameux revenus fiscaux des multinationales, je pense que si on faisait vivre l'économie du pays, à un moment donné, ce serait pas mal aussi. Ça permettrait de financer les services publics. Ce serait pas mal d'une certaine manière, du pays. Ça éviterait aussi, du coup, dans le même sens, les inégalités d'accès futur à la technologie et à ses bénéfices sociaux, parce qu'il y en a quand même des bénéfices sociaux de la technologie. Il ne faut pas être complètement naïf dans notre place d'Européens gâtés.
oui, la technologie nous aide. Ne soyons pas anti-technologie gratuitement. Et par contre, s'appuie sur la compatibilité avec les besoins des territoires. Effectivement, quand vous distribuez les infrastructures, vous êtes plus en mesure de vous adapter aux besoins et aux capacités des territoires. Et ensuite, bien sûr, qui permet d'opérer une scission entre les excès de mécanismes du marché, donc vous savez, les fameux fonds d'investissement qui réorientent automatiquement vers les grandes capitalisations, et de mieux orienter collectivement les devenirs technologiques, puisque une multinationale ne pourra pas vous couper un service dont vous avez besoin demain, et vous pourrez surtout en créer certains qui sont adaptés à vos besoins. Il y a un scénario expérimental en science-fiction qui est la planète Anares dans Les Dépossédés d'une autrice. Voilà, donc ça date un peu, c'est 1974. C'est pas parfait, c'est de 1974, mais c'est intéressant à lire parce que justement ça pose ces deux oppositions. Une planète dans laquelle il y a un modèle ultra-capitalistique avec une captation par des pouvoirs privés, et de l'autre une planète dans laquelle tout est distribué, où en fait il y a peu de richesse, mais en gros ils s'en sortent plutôt par la solidarité, etc. C'est très naïf d'une certaine manière, mais il y a des choses intéressantes dedans. Ça répond à cette question: comment construire une société capable de produire de la science, de l'innovation et des infrastructures complexes sans concentrer durablement le pouvoir. Et en fait, je crois que c'est cette question-là, mis à part la manière dont on peut l'exploiter dans ce scénario, dans ce roman-là, je pense que c'est justement celle qu'on doit se poser aujourd'hui. C'est-à-dire comment est-ce qu'on continue en fait à créer une société, à produire de la science, au service de la société, des infrastructures complexes, excusez-moi, qui à un moment donné, aujourd'hui, reposent sur tout un système d'exploitation jusqu'aux mines, sans concentrer durablement le pouvoir. Ça, c'est le vrai casse-tête du XXIe siècle pour l'être humain, s'il veut grandir, j'ai envie de dire. Voilà. Je m'arrête là. Je m'arrête là pour ça.